Merci d'avoir accepté de suivre ces échanges et de nous aider à prendre un petit peu de hauteur. On vient de sortir d'un débat finalement sur à la fois le financement des infrastructures, l'intégration de notre patrimoine industriel dans les territoires. On est clairement au cœur du sujet. On se rend compte que l'eau, son assainissement ne sont pas seulement l'affaire finalement des experts, mais que c'est bien l'affaire de tous. Et c'est peut-être ça le premier point. C'est effectivement le premier sujet. Alors, juste un petit historique quand même. Les agences de bassin qui sont devenues les agences de l'eau ont été imaginées par le commissariat du plan dans les années 60, je crois que c'est 1964. Et lorsque j'étais commissaire au plan, on a fabriqué le premier rapport d'évaluation des agences de l'eau en 1997. Voilà. Donc, juste ce rappel parce que, en fait, il est au cœur du débat que la table ronde précédente vient d'avoir sur ce problème du cloisonnement. On ne peut plus penser la politique de l'eau indépendamment de toutes les autres politiques publiques. Voilà. Et on ne peut plus la penser simplement au niveau local. Voilà. C'est l'État qui a pris l'initiative des agences de bassin, qui a créé un système qui a très bien fonctionné, qui fonctionne encore très bien, mais qui a des ratés. On y reviendra. Voilà, il ne peut pas y avoir aujourd'hui de politique de l'eau s'il n'y a pas une politique nationale de l'eau. Voilà, c'est-à-dire, on ne peut arbitrer à chaque échelon de l'administration ou des collectivités locales que si, sur l'échelon supérieur, a défini les grandes orientations auxquelles devaient répondre l'échelon inférieur. Et donc on décloisonne, on pense en mode global. C'est-à-dire on s'est défait de tous les instruments qui pensaient le global dans une organisation administrative et politique qui est tout naturellement en silo. C'est-à-dire que, évidemment, l'organisation, spontanément, elle est verticale. Partout. Et partout, le défi est de garder ce qui est nécessaire de cette verticalité, tout en essayant de créer de la transversalité pour qu'il y ait une cohérence entre des sujets qui ne peuvent pas être traités indépendamment les uns des autres. Mais c'est vrai dans n'importe quelle entreprise, c'est vrai dans n'importe quelle organisation, c'est encore plus vrai pour ce qui concerne l'État ou les collectivités publiques. Donc, le grand problème auquel nous sommes confrontés, c'est qu'on a détruit ces instruments. Je pense en particulier au commissariat du plan, même s'il y a aujourd'hui nominalement un commissariat du plan, mais ça n'a plus rien à voir avec ce qu'avait créé Jean Monnet, qui était un lieu où se retrouvaient toutes les forces vives de la nation, où tout le monde travaillait ensemble, mais travaillait ensemble non pas simplement pour faire des rapports, mais pour accoucher d'une politique publique. Et puis on a détruit la DATAR. Alors, on a un succès d'année aujourd'hui, mais qui ne correspond plus à rien. Et si on ne reconstruit pas des instruments de ce genre, on n'arrivera pas à répondre aux questions qui se sont posées sur les deux tables rondes précédentes. Donc ça, c'est ma première remarque. Il faudrait une journée entière de débat sur à la fois la réforme de l'État, la manière dont on gère la décentralisation, qui dépasserait le cadre de cette réunion. Il y a un deuxième problème, mais je vais peut-être un peu casser l'ambiance, mais je crois que c'est ce que tout le monde a dans la tête, y compris le président du SIAP et tous les responsables à la fois d'agences de bassin ou de collectivités territoriales. C'est que, en l'état actuel des choses, tout ce qui nous est présenté comme objectif à remplir pour le SIAP comme pour les agences de l'eau est inaccessible parce que nous tombons sur la question financière. Voilà. Et cette question financière, elle ne peut pas on ne peut pas l'éluder. Voilà. Je veux dire que l'idée qu'on va faire payer celui qui consomme est une idée qui, dans le contexte actuel, nous mène à une impasse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si je vous suis bien, que se dire que l'eau ne finance plus l'eau ou pas seulement l'eau, c'est ça qu'il faut comprendre. Vous savez, ça repose, il y a trois principes. Il y a pollueur-payeur, le principe pollueur-payeur, le principe l'eau finance l'eau, puis il y a un autre principe dont on ne parle jamais, mais qui est
bien réel et qui a des conséquences juridiques, c'est que l'eau finance l'eau de ceux qui l'utilisent, c'est-à-dire chaque catégorie d'utilisateurs doit retrouver dans le service de l'eau, dans l'eau qu'il lui donnait, ce qu'il a payé. Bon. Et si vous sortez si vous demandez à l'usager de payer autre chose que le ménage usager qui utilise de l'eau potable, autre chose que l'assainissement de l'eau, la justice administrative vous condamne parce que ça doit être payé par le budget général des collectivités, de la collectivité concernée ou des collectivités locales. Voilà. Et ce principe-là, ces trois principes sont devenus quasiment intenables malgré leur cohérence intellectuelle. C'est principe pollueur-payeur. Regarde, quelqu'un disait tout à l'heure, les producteurs de pollution, ils doivent payer. Bon. Oui, alors, on fait payer les entreprises. Très bien, on veut réindustrialiser. Donc, il va y avoir de plus en plus d'agents pollueurs. Bon. Même si on fait de grands efforts pour limiter cette pollution pour chacun d'eux. Et imaginez qu'on leur fasse porter tout le coût de leur pollution. Nous sommes dans un monde ouvert, beaucoup plus ouvert qu'au moment où on a où on a mis en œuvre ce principe, sur lequel la science économique a beaucoup travaillé. Vous allez accroître considérablement leurs charges. Or, ils luttent avec des concurrents qui, eux, se moquent bien de la question environnementale et n'imposent pas du tout le principe pollueur-payeur à leurs industries. Bon, donc il y a quelque chose de contradictoire à vouloir réindustrialiser le pays et à vouloir en même temps faire supporter des coûts qui sont c'est légitime, mais qui les rendent incapables de lutter contre la concurrence internationale. Donc là, on atteint le premier obstacle, à mon avis, très difficile à surmonter. Vous prenez les ménages, il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que aujourd'hui, les gens payent tellement et le pouvoir d'achat est un tel problème que personne ne veut payer plus. Voilà. Alors on peut essayer à la marge, mais méfions-nous de la marge, il y a toujours la goutte qui fait déborder le vase. Et donc là, vous avez un problème de consentement au paiement, même si l'eau est sous-facturée par rapport au coût, il n'empêche, vous n'arriverez pas à augmenter significativement la facture. Je finis, il y a la tarification. Alors, on a essayé la tarification progressive. Le résultat, c'est que ça n'a pas fonctionné parce qu'il y a un problème d'élasticité de la demande, puis surtout le fait qu'il y a un abonnement, il y a des taxes et que la part qui est réservée à la tarification proprement dite, elle est très faible. Donc, elle est faible, donc la progressivité elle joue très peu sur le prix de l'eau. Et finalement, ça n'a rien changé du tout à la consommation de l'eau. Donc, l'idée qu'on va trouver une solution économique miracle en tarifant l'eau au meilleur tarif possible, le plus optimal, en faisant payer aux entreprises tout le coût de leur pollution, c'est une vue de l'esprit. C'est-à-dire qu'on ne résoudra pas le problème de cette façon. Alors, comment on le résout? Est-ce qu'on essaye de flécher davantage les investissements de manière plus globale, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est-à-dire en les pensant dans une logique d'aménagement du territoire? Alors, d'abord, on a besoin d'une logique d'aménagement du territoire. C'est-à-dire qu'on a abandonné l'aménagement du territoire. Et alors, pour un organisme comme le SIAP, le problème, il saute aux yeux. C'est-à-dire que si vous continuez à concentrer toutes les activités, tous les emplois, toutes les populations dans des grandes métropoles, vous n'allez cesser d'avoir à assumer des coûts croissants, des coûts de pollution, des coûts d'encombrement. Enfin, je veux dire, ce sont des coûts rapidement croissants. Hein. Ce ne sont pas des coûts stables proportionnels à la population. On arrive dans des zones où maintenant le coût marginal est de plus en plus élevé de l'habitant supplémentaire ou de l'activité supplémentaire. Et donc on ne peut plus se passer, pour cette raison-là et pour bien d'autres raisons comme la rente foncière, on ne peut plus se passer d'une politique d'aménagement du territoire. D'abord, si on veut diminuer ces coûts qui sont devenus insupportable, et je ne parle même pas de la qualité de la vie des gens. Bon, ça c'est la première des
des remarques que je voulais faire. Mais la deuxième, c'est que la politique de l'eau, comme la politique de l'énergie, comme la politique des transports, comme la politique des transports routiers ou ferroviaires, bon, elle s'inclut dans une politique financière d'ensemble et même dans une politique économique. Vous ne pouvez plus éviter de vous poser la question de la politique économique. Or, c'est une question qu'on ne se pose plus, c'est-à-dire qu'on raisonne comme à toutes choses égales par ailleurs. Bon, donc tous les spécialistes qui ont parlé ce matin raisonnent par la force des choses, toutes choses égales par ailleurs, mais toutes choses ne sont pas égales par ailleurs. Quand chaque année, le gouvernement décide de soit décréter les recettes de la redevance des agences de l'eau, soit de prendre une partie de la trésorerie de ces agences, il est clair que toutes choses ne sont pas égales par ailleurs et que la contrainte, elle se resserre de plus en plus, même quand c'est absurde. Parce que penser qu'on va résoudre le déficit budgétaire, la question du déficit budgétaire en prenant la trésorerie des agences de l'eau est absurde. Parce que la trésorerie des agences, ce sont des dépenses, c'est de l'argent non dépensé. Et c'est de l'argent qui est déposé sur les comptes du Trésor. Donc il vient financer le déficit budgétaire et diminuer le besoin d'emprunt de l'État. Donc, vous ne gagnez absolument rien du point de vue des finances publiques à faire ça. Ça n'a aucun sens. Voilà. Bon, mais ça ne fait rien. On s'obstine et on rend la question financière, qui est déjà extrêmement difficile à résoudre, d'autant plus difficile que les objectifs augmentent, que les contraintes augmentent, que la concentration des populations augmente, et des activités. Donc, vous rajoutez en plus les ponctions régulières dues à la politique fiscale, financière de l'État, et vous voyez bien que c'est une impasse totale. Donc, si on continue, et ça vaut pour tous les autres sujets, c'est-à-dire on a un retard d'investissement, la France, comme la plupart des pays occidentaux, souffre de deux retards qui sont absolument dirimants. Le retard d'investissement au sens des équipements, mais bien au-delà de ça, au sens de l'investissement immatériel aussi, qu'il soit privé ou public, et notamment dans l'entretien de ces infrastructures. Bon. Et ça, c'est un mur de dépenses qui est devant nous, donc il ne peut relever que d'une politique économique. En France, vous avez près de 20%, ça va être presque 19% je crois aujourd'hui, de l'eau qui est mise en distribution, qui part en fuite. Bon, parce qu'on n'a pas entretenu, on n'a pas fait ces travaux d'entretien dont on a beaucoup parlé tout à l'heure. Voilà, alors on a économisé pendant longtemps. Maintenant, on se retrouve avec des collectivités qui ne peuvent pas faire face à ces travaux. Et la facture, elle est gigantesque. Mais la facture des fuites, elle est aussi gigantesque. Voilà. Et tout est comme ça. Vous pouvez prendre les infrastructures routières, les infrastructures énergétiques, les infrastructures ferroviaires, les infrastructures, par exemple, dans les grandes agglomérations comme la région parisienne, du RER, du métro, etc. Et vous êtes devant un mur, donc on ne s'en tirera pas en disant je vais passer le rabot ou la tronçonneuse. Mais si vous passez le rabot et la tronçonneuse, alors la politique de l'eau, comme le reste, passera au rabot ou à la tronçonneuse. Vous dites Henri Guénaud, finalement on a perdu du temps, ou en tout cas on n'a pas fait suffisamment tôt, on n'a pas mis les moyens au bon moment. Pourquoi? C'est une question intellectuelle, c'est pas une question politique. C'est-à-dire c'est notre façon de raisonner qui est devenue complètement inadaptée. Enfin, c'est l'invasion de ce que j'appellerais la politique comptable, c'est-à-dire la politique qui vous dit pour une entreprise a des comptes dégradés. Quand une entreprise a des comptes dégradés, la chose la plus intelligente, c'est de redresser l'entreprise pour redresser les comptes. Bon, c'est pas juste d'appeler le cost killer pour dire allez, je prends mon tableau Excel et puis je coupe ici, je coupe là, parce que là, dans la plupart des cas, vous tuez l'entreprise. Voilà. Bon, donc le problème aujourd'hui, c'est de remettre de l'ordre dans l'économie et dans la société pour remettre de l'ordre dans les finances publiques. Mais si vous ne faites pas ça, si vous faites le contraire, ce qu'on fait depuis 40 ans, alors vous en payez le prix, c'est-à-dire que vous mettez du désordre et vous alourdissez la facture de ce qu'il va falloir obligatoirement faire, parce que vous ne pourrez pas vous passer d'eau, vous ne pourrez pas vous passer d'électricité, vous ne pouvez pas vous passer d'infrastructures routières qui sont en bon état, vous ne pouvez pas vous passer du fait que les trains puissent circuler. Donc
voilà, vous êtes, et je ne parle pas de la recherche, de l'éducation, etc. Bon, donc c'est une impasse, et cette impasse, moi je trouve que elle est tellement évidente dans ce qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire que c'est un cas d'école en réduction de toute la problématique de la politique économique dans un pays comme le nôtre. Il faut regarder ce que font les Allemands face à la destruction de leur modèle, économique, parce que le coût de l'énergie a augmenté, parce que les Chinois ils exportent des produits qu'ils importaient avant d'Allemagne. Bon, et donc, que font les Allemands? Ben, les Allemands, ils font un grand plan d'investissement énorme, c'est-à-dire qu'ils mettent de l'argent public et de l'argent privé. Leur armée, c'est la même chose. Ils disent, ben voilà, on a une armée qui n'est pas à la hauteur. Au lieu de se dire, bon, on va faire l'armée à la hauteur de ce qu'on a dans nos caisses, eh bien, ils disent, on va investir beaucoup, mais on va en faire un outil de politique industrielle. Donc, et ça se pense dans l'ensemble. Après, ça redescend même dans un pays fédéral comme l'Allemagne, c'est-à-dire qu'il y a d'abord une politique globale et ensuite elle se diffuse jusqu'au dernier échelon de la société ou des collectivités. Donc continuez à investir. Hein, si vous n'investissez pas, on me dit souvent, mais oui, mais il n'y a pas d'argent. Mais si vous d'abord je vous rappelle que dans les cavernes, il n'y avait pas d'argent non plus. Hein, il n'y avait pas de trésor caché. Et puis, à force d'intelligence, de courage, de travail, on en est arrivé à la situation où nous sommes. Bon, parti de rien, il n'y a pas d'argent magique, mais l'économie, ça se crée, la richesse, ça se crée. Voilà. Et si on n'investit pas, de toute façon, on est mort parce que vous n'allez même pas pouvoir entretenir le stock de capital, donc il va petit à petit se dégrader. Et la seule chose qui fait de la richesse de demain, qui fait les revenus de demain, c'est l'investissement. C'est l'investissement qui augmente le stock de capital. Bon, voilà, donc c'est pas un mystère. En économie, au fond, les principes de base, ils sont, indépendamment de toutes les écoles de pensée, ce sont toujours les mêmes. Il n'y a pas de repas gratuit, disent les économistes, mais si personne n'apporte la nourriture, ne fait la cuisine, ben, vous ne mangez pas. Et puis voilà, c'est une... Il y a peut-être autre chose aussi qu'il faut dire, c'est que la pensée comptable, elle nous enferme dans quelque chose qui est le contraire de l'économie. Voilà. Si par exemple vous dites, il faut que le déficit à la fin de l'année soit de temps. Alors l'entreprise, je peux comprendre qu'elle ait un objectif le jour de l'arrêté des comptes. Pourquoi? Parce qu'elle doit payer des impôts sur son bénéfice et elle doit calculer ce qui revient aux actionnaires. Très bien. Mais l'histoire, elle continue. Combien ai-je vu d'entreprises florissantes le 31 décembre et 3 mois après faire faillite? Bon, parce que voilà, vous affichez une trésorerie le 31 décembre, ça ne veut même si elle est pléthorique, ça ne veut pas dire que 2 mois après, vous pourrez faire face à vos échéances. Voilà, c'est moi, j'ai fait dans une vie récemment antérieure, si je puis dire, j'ai fait beaucoup de contrôles d'établissements publics et quand on voit des contrôleurs qui vous disent alors, la trésorerie au 31 décembre, regardez, elle est magnifique, mais c'est absurde. L'histoire, elle continue, a fortiori pour un État ou pour une nation, elle continue après le 31 décembre. Alors, comme vous parlez de l'histoire qui continue, vous avez dit tout à l'heure qu'on était dans une impasse. Comment on fait alors? Parce que si 30 ans après la DRU1, on vient ajouter, et c'est le cas, de nouvelles contraintes, alors certes, elles sont nécessaires, mais elles éloignent de fait encore un peu plus les objectifs et elles demandent de nouveaux financements, de nouveaux investissements. Il y a un côté un peu mythe de Sisyphe. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut repenser tout ça? Est-ce qu'il faut revoir la gouvernance, penser une gouvernance partagée? Qu'est-ce qu'on fait? C'est quoi la solution? D'abord, il faut toujours imaginer Sisyphe heureux. Et donc, il y a quand même un certain bonheur et une certaine fierté de tous ceux qui contribuent à la politique de l'eau. Je pense en particulier au SIAP. Techniquement, c'est une extraordinaire réalisation. Nous avons toutes les compétences, tous les ingénieurs, tous les chercheurs. Bon, encore faut-il financer la recherche. Mais bon, donc voilà, il y a de quoi être fier. Mais en même temps, c'est vrai que chaque fois, on recule un peu plus loin l'objectif à atteindre. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, je ne dis pas que tout ça est inutile, je dis simplement que si on le fait, alors il faut se donner les moyens de le faire, mais que vous ne trouverez pas les moyens simplement en discutant entre experts ou dirigeants ou responsables de la politique de l'eau. C'est-à-dire que la politique de l'eau, elle doit faire son éruption dans le débat public, comme la politique de l'énergie, de l'électricité, des transports, etc., pour que le débat public il change. C'est-à-dire que ça ne soit plus, allez, maintenant, tout le monde doit payer. Ça, vous pouvez le faire, vous savez, quand vous sortez des 30 Glorieuses. C'est toujours le cas du plan Barre en 1976. Bon, alors, ce n'était pas facile à avaler pour les gens, mais quand même, on sortait de plus de 30 ans d'explosion du pouvoir d'achat.
C'est à tel point que les salaires avaient dévoré une partie excessive de la valeur ajoutée. Bon. Et donc là, vous pouvez dire, bon, ben, il faut maintenant se serrer un peu la ceinture pour établir les équilibres. Mais là, vous sortez de 40 ans que les gens considèrent, à tort ou à raison, mais à mon sens à raison, comme 40 ans de sacrifice, 40 ans de restriction progressive du pouvoir d'achat. Parce que on peut toujours vous citer les chiffres. Les chiffres, il faut s'en méfier, il faut toujours les regarder de près. Vous dire, ah ben, le pouvoir d'achat a augmenté, c'est l'INSEE qui le dit. Mais très bien, sauf qu'il n'y a rien de plus personnel que le pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, il dépend de ce que vous gagnez, mais aussi de vos propres contraintes. Bon. Et en réalité, vous pouvez obtenir 1% d'augmentation du pouvoir d'achat avec une grande masse de gens qui perdent du pouvoir d'achat et une petite fraction de gens progressent, dont le pouvoir d'achat progresse. Et cette masse de gens qui perdent du pouvoir d'achat, elle n'a cessé de grandir. Et elle vient encore de prendre un coup avec l'inflation qui ne sera pas rattrapée avant très longtemps. Pour qu'elle soit rattrapée, là, il faudrait que l'indice des prix baisse. Or, il ne baisse pas, il augmente moins, mais il ne baisse pas. Et donc, ça, c'est une blessure qui reste dans le pouvoir d'achat de beaucoup de Français, en particulier ceux dont la part des dépenses courantes, dans les dépenses courantes de la nourriture, par exemple, est important. Donc là, on est arrivé à un point où le consentement à payer devient très faible. Et si vous forcez plus loin le consentement à payer, d'ailleurs, vous allez tuer le consentement à l'impôt. Et là, alors, vous irez voir ce que ça donnera sur la confiance des marchés financiers. Voilà. Mais vous ne pouvez pas vous abstraire de ça. Je vous parle de ça parce qu'on n'en a pas parlé, enfin, on n'a pas vraiment parlé dans les tables rondes, ce que je comprends, parce que chacun, évidemment, est pris à la gorge par ses propres problèmes et parle de ce qu'il vit. Mais personne ne vit sur une île déserte. Voilà. Personne ne vit tout seul sur une île déserte. Et on vit dans une société, dans une économie. Et si chacun ne veut pas se préoccuper de ce qui se passe autour de lui, eh bien chacun sera victime de cet égoïsme presque instinctif. Hein. C'est pas un jugement moral. C'est juste un rappel intellectuel. C'est-à-dire si on ne pense pas de cette façon et si on ne se bat pas pour que le cadre change, eh bien, ça ne peut pas marcher. Ça ne peut pas marcher. Voilà, encore une fois, vous allez taxer les entreprises et elles s'en vont. Ça ne va pas améliorer les choses. Alors, il y aura un peu moins de pollution parce qu'elles ne seront pas là, mais vous allez encore avoir plus de mal à faire payer les chômeurs, les gens qu'elles auront mis au chômage, pour leur faire payer une facture de l'eau plus élevée. Donc, il faut bien penser à ça. Voilà, c'est ce que moi, j'avais envie de dire comme ancien commissaire au plan. Voilà, parce que c'était le but de ces organismes aussi, de traiter les sujets en les remettant, en les incluant dans une perspective plus large et en pesant au sein de l'appareil politico-administratif, mais aussi syndical, patronal, etc. Voilà, et ça, pourquoi a-t-on détruit ces instruments? C'est une question que je me pose encore, sinon probablement par idéologie, mais c'est absurde. Peut-être n'en avons-nous jamais eu autant besoin aujourd'hui. Et d'ailleurs, il n'y a pas un pays qui ne fait pas d'une manière ou d'une autre, qui n'essaie pas, enfin, un pays qui s'en sort, hein, qui n'établit pas une stratégie globale, et qui ensuite ne réfléchit pas aux moyens d'atteindre ses objectifs. Il n'y a pas une entreprise qui ne fait pas de la planification. Voilà, c'est vous fixez un objectif et puis vous vous demandez comment on l'atteint. Nous ne le faisons plus. Nous ne le faisons plus à aucune échelle, hélas. Voilà. Et je repense aux agences de bassin. C'était intéressant parce que, comme l'ont fait remarquer certains observateurs dans les années passées, les agences de bassin, elles ont pacifié les relations entre les différentes administrations et les différentes collectivités. Alors, je ne dis pas encore une fois qu'il n'y a pas de tension et des tensions qui renaissent, mais cette nécessité d'avoir une approche globale, elle est incontournable. Et elle est incontournable aujourd'hui, pas seulement au niveau des agences de bassin ou d'organismes comme le CERP. Ça vaut pour l'eau et sur les autres sujets. Parce qu'il n'y a plus de boussole, il n'y a plus que cette approche comptable où on dit on va faire payer un tel, on va supprimer telle dépense, on va prendre la trésorerie des agences de bassin. Voilà. Et tout le monde est victime, la politique de l'eau, comme toutes les autres politiques. Merci beaucoup. Merci Henri Guénaud de nous avoir livré votre regard.